Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Ouverture à Luanda en Angola de la 147e session de l'Union interparlementaire. La délégation ivoirienne conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a signé 2 mémorandums d'entente. L'un avec le secrétariat général de l'Union parlementaire des organisations de la coopération islamique et l'autre avec l'hémicycle angolais. On en parle dans un instant. Nous sommes le mardi 24 octobre 2023. Le 24 octobre, une date qui fait référence à la journée mondiale contre la poliomyélite, une maladie paralysante et contagieuse que combat sans relâche des organisations comme le Rotary. On en parle également dans cette édition. Sport football, l'on connaît depuis hier le nom du ballon rond qui fera office des rencontres lors de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Dévoilé par la CAF, il porte le nom de Laurent Pokou, nom donné en hommage à l'ancien attaquant vedette de la sélection ivoirienne. On le surnomme également l'homme d'Asmara. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous suivre. De fortes pluies constatées sur Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Selon des informations mises à disposition par la Sodexum, au nord de la Côte d'Ivoire, il est très probable que les cumuls pluviométriques saisonniers soient supérieurs à ceux de la période des 30 ans de 1991 à 2020. Les cumuls pluviométriques saisonniers de septembre à novembre 2023 pourraient être supérieurs à 300 mm sur le reste du territoire ivoirien. Des cumuls pluviométriques saisonniers proches de ceux de la période de référence des 30 ans de 1991 à 2020 avec des quantités de pluie comprises entre 250 et 500 mm sont attendues. Une mise à jour de ces tendances se fera fin octobre 2023 et pour assurer le suivi de cette saison pluvieuse, la Sodexum produira le bulletin Vigilance nationale sur une période de 3 jours au niveau national et particulièrement sur le district d'Abidjan. Pour votre sécurité, vous êtes appelés à redoubler de vigilance et à quitter les zones à risque susceptibles de subir des inondations. Et sur un autre terrain susceptible justement d'accueillir des invités et étrangers qui viendront donc prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Le ballon qui conduira justement ces rencontres a été dévoilé par la CAF. Il s'appelle Laurent Pokou. Il a été conçu par l'équipementier allemand Puma, un nom donné en hommage à Laurent Pokou, l'ancien attaquant vedette donc de la sélection ivoirienne, décédé le 13 novembre 2016. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. En attendant, direction Luanda en Angola, où la Côte d'Ivoire, représentée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et sa délégation prend part à la 147e session de l'Union interparlementaire. Dans le cadre de cette participation, le pays a signé 2 mémorandums d'entente, l'un avec le secrétariat général de l'Union parlementaire des organisations de la coopération islamique et l'autre avec l'hémicycle angolais. Les précisions de Michel Digré. Dès l'entame de cette cérémonie, la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola et le président de l'hémicycle ivoirien ont présenté les enjeux de cette séance de travail. La rencontre de ce jour, pour nous, est importante parce que c'est une rencontre qui doit venir contribuer à la consolidation et au raffermissement des relations Côte d'Ivoire-Angola. Nous puissions être une forte alliance entre les deux pays et que puisse aussi travailler avec d'autres pays africains pour la paix, la justice et le renforcement de nos institutions. Le décor ainsi planté, les deux présidents ont signé le protocole d'entente qui définit les contours de la coopération parlementaire entre les deux institutions au regard des potentialités des deux États. Je reste convaincu, après 3 jours, pour ce que j'ai entendu et vu ici en Angola, que l'axe Luanda-Abidjan peut être un axe économique fort, un axe culturel fort et un axe politique fort. Mais je voudrais que nous, les présidents des 2 parlements, soyons donc les catalyseurs de cette relation Côte d'Ivoire-Angola. Après cette réunion, la délégation a pris part à une rencontre du groupe de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Au cours de celle-ci, Adama Bictogo a paraphé le mémorandum d'entente entre le Parlement ivoirien et le secrétariat général de l'Union parlementaire de l'OCI. Il porte sur l'organisation pratique de la 18e session de l'UPC en mars 2024 en Côte d'Ivoire.
Et ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, il y a eu cérémonie de passation de charge entre Ali Koulibaly, nouveau grand chancelier de l'Ordre national, et Madame Henriette Dagri Diabaté, nommée grande chancelière honoraire. On voit cela avec Aboulaye Koné. Nommée grande chancelière honoraire de l'Ordre national pour sa grande contribution au rayonnement de l'institution, Henriette Dagri Diabaté a passé le témoin à son successeur, élevant ce dernier à la dignité de grand officier de l'Ordre national. Nous nous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national. Henriette Dagri Diabaté s'en va, mais elle reste au cœur du dispositif, un dispositif qu'elle a fait rayonner de toutes ses forces. C'est avec des mots bien choisis qu'elle a fait ses adieux à son auditoire. La grande chancellerie, je l'aime. Je l'ai servi de mon mieux durant ces 12 dernières années, avec toujours à l'esprit l'idée qu'elle soit utile à la Côte d'Ivoire, utile aux Ivoiriens, et qu'elle accompagne fidèlement la vision que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a de notre pays. Certes, je suis ému de vivre ce moment connu de tous. Tous ceux qui ont eu l'honneur de servir leur pays, quelle que soit la fonction qu'ils ont occupée au sein de l'État. Mais croyez-moi, je suis aussi heureuse. Heureuse à plusieurs titres. Heureuse d'abord de vous réunir, mes chers collaborateurs, et de l'occasion qui m'est donnée de vous remercier de votre dévouement à mettre en œuvre la politique que nous avions définie à notre arrivée en 2011. Le 4 octobre dernier, le président Alassane Ouattara avait signé 2 décrets de nomination à la grande chancellerie. Le secrétaire général du gouvernement n'a pas manqué de saluer le parcours vertueux de celle qui est aujourd'hui la seule à porter le titre honoraire de l'institution. Cette disposition à elle seule donne une idée de la place singulière que Mme Henriette Dagri Diabaté occupe dans le cœur et l'esprit du président de la République. Madame la grande chancelière, le président Alassane Ouattara m'a instruit de vous exprimer sa gratitude pour votre engagement au service de la nation et de vous féliciter pour l'élan que vous avez su impulser à la grande chancellerie, qui est désormais mieux connue et respectée des Ivoiriens. Quand vient son tour de prendre la parole, le grand chancelier de l'Ordre national s'engage à sauvegarder les acquis de la gouvernance de son prédécesseur. L'ancien ministre Ali Koulibaly a aussi adressé son infinie gratitude au président Alassane Ouattara, grand maître de l'Ordre national. Madame la grande chancelière honoraire, vous avez donné à notre grande chancellerie ses lettres de noblesse, de par votre équation personnelle, votre charisme et de par la qualité des programmes que vous avez initiés et conduits. Vous avez ainsi imprimé votre marque indélébile à l'institution. Comme beaucoup de personnes dans notre pays, je me considère débiteur du président Alassane Ouattara. Les hommes ne sont pas des particules élémentaires, c'est-à-dire des êtres qui ne doivent rien à personne. Les hommes ne s'auto-fabriquent pas. C'est pourquoi je voudrais ici exprimer tout mon respect et toute ma reconnaissance au président Alassane Ouattara. Toute ma vie, je lui serai redevable d'avoir changé le cours de mon existence par une décision qui me place à ce niveau de responsabilité dans la République. La cérémonie de passation des charges s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement. Avant sa nomination à la grande chancellerie, le ministre Ali Koulibaly a occupé le poste de conseiller spécial auprès du président de la République. Et sortons des parvis de la grande chancellerie pour ceux de la fonction publique. Plus d'abnégation et de probité au travail pour une fonction publique dynamique. Voici ce que demande la ministre Anne-Désirée Ouloto à ses collaborateurs. Reconduite dans la nouvelle équipe gouvernementale au rang de ministre d'État, elle leur a partagé sa vision au cours d'une rencontre. C'est ce que nous dit Grace Kando. Le ministère de la fonction publique devient désormais
Le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Une nouvelle dénomination qui s'accompagne d'une vision. La rentrée solennelle effectuée vise à décliner les grandes orientations. Le renforcement de la gouvernance avec comme option forte la gestion axée sur le résultat. L'accélération des processus de mise en place des répertoires des emplois et des compétences, REC, et les documents de profilage et de codification des postes. La bonne gestion de la trêve sociale, le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, notamment par le dialogue social dans tous les départements ministériels. Une fonction publique au service des populations. Les chefs d'antenne de la fonction publique, au nombre de 33, reçoivent leur feuille de route et quittent d'installation pour être plus efficaces sur le terrain. Ils ont pour rôle de faciliter la mise en œuvre soutenue du plan national de formation des fonctionnaires et agents de l'État dans les régions en assurant la formation d'un plus grand nombre de fonctionnaires, de maintenir les fonctionnaires dans leur zone de service et de réduire les dépenses inhérentes à l'organisation des programmes de formation. Nous allons faire la proximité avec les fonctionnaires. C'est-à-dire nous allons aller dans les régions pour montrer aux fonctionnaires et agents de l'État l'importance de la formation dans leur carrière. Les défis pour une nouvelle fonction publique moderne et performante imposent un changement de paradigme. Les challenges et défis du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sont énormes. Ils nous invitent à faire preuve de dépassement, de sacerdoce même, d'engagement ferme, d'abnégation, de détermination et surtout de cohésion, d'union dans la synergie des forces et idées novatrices. Pour joindre l'acte à la parole, des moyens de mobilité ont été remis aux directeurs régionaux de la fonction publique et au président du conseil de discipline. Reportage de Grace Kondo, deuxième titre de ce journal. Nous sommes le mardi 24 octobre 2023. Le 24 octobre, une date qui fait référence à la journée mondiale contre la poliomyélite, une maladie paralysante et contagieuse que combat sans relâche des organisations comme le Rotary, notamment à travers son programme Polio Plus, lancé au milieu des années 1980. Depuis, ce sont plus de 3 milliards de vaccins qui ont pu être financés par l'organisation philanthropique. La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus, le poliovirus, qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Depuis les années 60, cette maladie peut être prévenue grâce à des vaccins efficaces. On continue de parler de santé. Une autre pathologie qui touche les enfants, c'est l'hydrocéphalie, une pathologie neurologique caractérisée par un excès d'accumulation de liquide céphalo-rachidien au niveau du cerveau. La fondation Malik Traoré et l'ONG Efrata ont organisé une journée en faveur des enfants souffrant de cette pathologie. L'objectif pour eux est de solliciter personne ou bonne volonté en vue de mobiliser des finances pour une prise en charge chirurgicale de cas identifiés. Frédéric Oula et Jean-Marc Djadji ont été les témoins de cette journée. À sa naissance, Adam souffrait de l'hydrocéphalie, une anomalie de la tête due à la présence du liquide amniotique. Après 4 interventions chirurgicales, Adams a recouvré la forme normale de sa tête. Aujourd'hui, il est bien intégré dans le tissu social. L'hydrocéphalie, c'est la médecine qui règle. Le traditionnel ne règle pas. C'est la médecine moderne qui règle. Donc de faire toujours confiance à la médecine moderne et de suivre les conseils des médecins. Plusieurs enfants naissent avec cette pathologie et sont abandonnés par leur mère ou les parents, stigmatisés par les regards extérieurs. On me traite de la femme mauvaise de cœur, que mon cœur noir, je suis ceci, je suis cela. Pendant que ce n'est pas le cas. Une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois et puis on lui dit que non, son enfant est génie, son enfant n'est pas l'homme. Tes amis ça m'ont fait enfant, toi c'est ça là, tu t'en as ramassé pour venir. C'est vraiment dit, c'est pas facile. On appelle les gens de bonne volonté pour nous venir en aide. Parce que c'est un enfant, c'est un être humain, on ne peut pas jeter, on ne peut pas le tuer aussi. C'est une petite fille. Donc elle est là, elle se nourrit de lait jusqu'à présent. Et c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour son papa aussi qui pleure chaque jour parce qu'il n'a pas un boulot fixe. Sensible à la douleur et aux angoisses des parents, la Fondation Malik Traoré et l'ONG Efrata partagent la souffrance des enfants et des parents.
Ces structures mènent le combat de la lutte contre l'hydrocéphalie. En plus de la journée de mobilisation des fonds pour les soins, l'engagement de l'État est sollicité. Nous introduisons les enfants dans le circuit. Nous finançons l'opération jusqu'à ce qu'ils finissent. Lorsqu'ils finissent, nous les aidons pour leur pansement, parce qu'après l'hydrocéphalie, il faut faire un pansement. Nous les aidons pour les pansements, financièrement également avec les ordonnances. Et à la suite, des enfants qui ont besoin de rééducation, parce que l'hydrocéphalie agit sur les membres. Donc il faut après rééduquer ces membres-là pour que les enfants puissent avoir la capacité de leurs membres. C'est des enfants qui vivent des difficultés, même avec leurs parents. Donc on initie cet événement-là pour permettre aux enfants là, de pouvoir bénéficier des prises en charge et de pouvoir aussi, au sein de la Fondation, recueillir des fonds pour venir en aide à ces enfants. Pour le conférencier, l'hydrocéphalie prend forme dès les 3 premières semaines de la grossesse. À titre préventif, le conférencier préconise des consultations prénatales et des séances d'échographie régulières. Pour l'année 2023, la Côte d'Ivoire enregistre 8200 cas d'hydrocéphalie. Et on continue de parler de santé dans ce journal en vue de travailler à limiter l'avancée de maladies métaboliques comme le diabète dont l'évolution est liée à l'alimentation. Le programme Lien Nutrition a été initié à Abidjan. 2 zones devant accueillir des essais ont été identifiés pour la phase pilote. 64 personnes en phase test et les résultats sont plutôt concluants. C'est ce que nous dit Frédéric Oulaï et Didier Nguessan. D'ici à 2045, la population des diabétiques va atteindre 55 millions de personnes en Afrique. Une situation alarmante qui découle de l'absence de diagnostic régulier. L'obésité ou encore le surpoids dont se nourrissent les maladies métaboliques sont dus à l'alimentation. Le programme Lien Nutrition est mis en œuvre pour l'éducation alimentaire. Ces patients ont bénéficié de conseils, d'accompagnement par les coachs à l'effet de pouvoir acquérir des habitudes durables pour pouvoir améliorer leur état de santé. Alors c'était des ateliers en nutrition, mais également des ateliers dans le domaine du sport. La phase pilote du programme Lien Nutrition a pour but de transformer les habitudes alimentaires. Après 3 mois de tests sur 2 zones d'Abidjan, 64 participants diabétiques présentent une santé améliorée. Le programme Lien Nutrition a permis de réduire les désordres métaboliques, notamment une réduction sur l'hémoglobine glyquée, sur le cholestérol et la pression artérielle. Nous avons aussi constaté une amélioration sur les habitudes alimentaires, donc un régime davantage équilibré sur les différentes consommations des groupes d'aliments, une augmentation de l'activité physique des participants et un état de bien-être et une perception sur la santé améliorée. Lien Nutrition Action permet de limiter l'accroissement et l'évolution des maladies métaboliques. Ce n'est un secret pour personne. Il n'est pas du tout facile de se déplacer lorsque l'on est en situation de handicap. En vue d'aider ses membres à améliorer leur mobilité, la Confédération des organisations des personnes en situation de handicap a mis à la disposition d'une centaine de ses membres du matériel roulant, des équipements financés par l'ONG allemande CBM et conçus par l'ONG Vivre Debout. Reportage. Des fauteuils roulants, des cannes et des béquilles sont remis à 109 personnes en situation de handicap à Dabo. Ces matériels orthopédiques sont mis à disposition par la Confédération des organisations des personnes en situation de handicap. Les bénéficiaires se réjouissent de cette aide à la mobilité. Grâce à Dieu et grâce au donateur qui nous a fait cet honneur-là, de s'y rendre ce matin à Dabo pour nous faire ce cadeau, ce beau cadeau. Et je tiens à les remercier, à leur dire merci, à dire merci aussi à tout le monde. Et puis, je prendrai soin de ce fauteuil roulant. Ce matériel est adapté à chaque utilisateur afin d'améliorer le confort d'assise, mais aussi d'encourager la station debout selon les recommandations de l'OMS. Est-ce que la personne a une sensibilité? Si elle n'a pas de sensibilité, est-ce que la personne s'assoit bien? Est-ce que la personne ne s'assoit pas bien? Parce que toutes ces données sont prises en compte. Et ensuite, on voit l'environnement dans lequel la personne évolue. Est-ce que le terrain il est sablonneux? Il y a des graviers. Toutes ces données sont capitalisées. Après cette phase, c'est le technicien qui a la fiche d'évaluation avec toutes les données, qui va prendre le fauteuil qui est en pièces détachées dans un carton et il va monter le fauteuil en fonction de la prescription. Le projet s'appelle Livelihood.
c'est un projet qui contribue à l'autonomisation des personnes handicapées afin de faciliter leur mobilité et afin d'accroître leurs chances d'avoir du travail. La Confédération et son partenaire CBM, une ONG de droit allemand, vont déployer le projet dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Reportage signé Didier Nguessan. Le programme triennal 2024-2026 du Conseil régional du Ourodougou a été adopté sous la houlette de son président, le ministre Bouaké Fofana. Il s'élève à 8 milliards de francs CFA. Les organes nécessaires à la bonne conduite des projets en rapport avec cette région ont été mis sur pied. Kader Sokodogo. Séguéla, quartier Bakayoko 2, siège du Conseil régional du Ourodougou. Après les élections, place à présent au travail. Les conseils régionaux sont réunis en session ordinaire. Pour des chantiers de développement dans des secteurs comme l'éducation, la santé, l'électrification, l'adduction en eau potable et bien d'autres, la calculatrice affiche 8 milliards de francs CFA. Le président du conseil régional, le ministre Bouaké Fofana, veut remettre le Ourodougou sur les rails du développement. Le président m'a donné sa confiance. Le président Ouattara a des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Il veut transformer la Côte d'Ivoire et il attend de son équipe gouvernementale que nous travaillions d'arrache-pied pour justement accompagner ce mouvement d'une Côte d'Ivoire solidaire, d'une Côte d'Ivoire qui se développe. Commission permanente, Conseil économique, social et environnemental régional, des personnes ressources ont été installées pour soutenir le Conseil régional dans sa mission. Le ministre Bouaké Fofana prône l'union et la cohésion. On appelle la cohésion parce que nous sommes tous des frères et des sœurs dans le Ourodougou. C'est le même peuple. Tous ceux qui ont des intérêts dans le Ourodougou sont des frères et sœurs. C'est pour cela que j'ai dit l'élection est terminée. On a tourné la page. Le ministre Bouaké Fofana a invité les jeunes et les femmes à prendre toute leur place dans le développement du Ourodougou qui, a-t-il rappelé, regorge de nombreux atouts économiques. Et prenons à présent la direction de la région du Hambol où le nouveau conseil municipal de Fumbolo a été installé. Présent lors de cette cérémonie d'installation de ce conseil municipal, nos reporters Boubacar Silla et Charles Tatou. Keletinabele Koulibaly vient d'être confirmé maire de la commune de Fumbolo par l'ensemble des 32 conseillers à l'élection du maire titulaire suite aux élections municipales générales du 2 septembre. Il sera aidé dans sa tâche par 3 adjoints au maire, également élus par les conseillers municipaux. Ma première mission, c'est la réconciliation. Et la deuxième, c'est l'hygiène publique pour rendre Fumbolo propre. Et troisième chose, que les populations de Fumbolo puissent avoir l'eau et de l'hôpital. Les femmes, j'ai déjà un projet de société que je vais mettre en marche. Installant le nouveau conseil municipal, le sous-préfet de Dabakala, représentant le préfet du département de Dabakala, Sie Koulibaly, invite l'ensemble des conseillers municipaux à la fraternité, à l'union sacrée autour de leur maire pour le bonheur de la population de Fumbolo. Ce n'est pas seulement un besoin, c'est un devoir. Je vous appelle donc à vous rassembler autour des intérêts de la commune de Fumbolo. Après la cérémonie d'installation, la nouvelle équipe municipale a procédé à une tournée de visites dans la commune, à la rencontre des grandes familles, des leaders de femmes et de jeunesse pour prôner la paix, l'unité et la cohésion sociale. Fumbolo compte 19 176 habitants. Le nouveau conseil municipal place son mandat sous le signe de la pérennisation des acquis du développement amorcé dans la commune. Et de Fumbolo, revenons sur Abidjan. Depuis hier, 23 octobre 2023, se tient à l'hôtel Pullman, dans la commune du Plateau, un atelier de formation portant sur le dépistage, l'identification, la saisie et la confiscation des avoirs criminels. Atelier organisé par le projet Promotion de la bonne gouvernance pour l'accroissement des investissements et de l'emploi, en partenariat avec le pôle pénal économique et financier, à l'intention des agents du ministère de la Justice, du ministère de l'économie et de la police criminelle. Il s'achèvera le 27 octobre, dans quelques jours donc. Juliette Boya. Comptes bancaires, voitures, biens immobiliers et autres objets de luxe acquis illégalement peuvent être saisis. C'est ce qui ressort de cet atelier organisé par le pôle pénal économique et financier, appuyé par la coopération allemande en Côte d'Ivoire. L'objectif visé est que dans tous
les domaines pertinents de la lutte contre la criminalité économique et financière, vous puissiez travailler ensemble, en synergie, et disposer d'outils pointus qui répondent aux meilleurs standards nationaux, régionaux et internationaux. La difficulté majeure se trouve dans l'identification des avoirs criminels. Comment les dépister, comment les identifier pour pouvoir en faire la saisie, le gel s'il faut, et puis enfin la confiscation. C'est à ce besoin-là de trouver les voies et moyens, d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, justement dans le cadre de cette activité que se tient cet atelier. Les participants, notamment des éléments du ministère de la Justice, du ministère de l'Économie, de la police criminelle et autres partenaires, réfléchissent sur plusieurs sujets, dont la fraude dans les marchés publics et autres techniques d'investigation. Donc on va certainement aborder des techniques d'enquête par rapport à l'identification des avoirs illicites, des questions de confiscation, la saisie, et certainement l'importance de recouvrir toutes les pertes de l'État, de la population, pour que la Côte d'Ivoire puisse bien récupérer ses avoirs et avoir des avantages de la vraie lutte contre la corruption. Les travaux de cette rencontre, qui vont durer 5 jours, s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance pour l'accroissement des investissements et des emplois. Ce projet couvre la période 2020-2024. Et en attendant que cet atelier achève d'instruire ses participants sur les sujets identifiés, sachez qu'une délégation venue du Québec exerçant dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. Elle a eu des échanges avec le ministre en charge de ce portefeuille, Kofi Nguessan, au lycée technique de Cocody. Objectif, parvenir à un partenariat pour assurer la formation de jeunes Ivoiriens dans le domaine professionnel. Issa Chodanyeo. Étendre l'offre de formation des jeunes du système de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Cet objectif a amené le ministre Kofi Nguessan à échanger avec une délégation du Québec au lycée technique. De ces échanges aboutiront un partenariat gagnant-gagnant dans la formation des jeunes. Il y a une vingtaine de centres de formation représentés aujourd'hui. Avec ces centres de formation, nous allons discuter encore et faire en sorte qu'à partir de cet hiver, un premier lot déjà inscrit partirait. Mais en 2024, on va amorcer l'envoi de jeunes de Côte d'Ivoire dans les cégeps au Québec. Les formations vont durer 3 ans, mais c'est des formations pratiques. Donc les jeunes auront le savoir-faire et pourront même travailler un moment avant de revenir dans notre système ici. À l'issue de ces échanges, 27 jeunes apprentis ivoiriens se rendront au Québec pour une formation de haut niveau dans plusieurs domaines, dont l'agriculture et l'informatique. Et tournons à présent le regard du côté de la région de Béké, à Bouaké, où le département d'histoire de l'université Alassane Ouattara, en partenariat avec l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, a organisé une conférence sur la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. Une rencontre universitaire en vue de sensibiliser les étudiants sur ce fléau qui préoccupe de plus en plus et inciter les enseignants-chercheurs à s'intéresser effectivement à la question du terrorisme. Thème de cette conférence, terrorisme ouest-africain, de l'historicité à la conquête. Reportage. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara s'informent sur la menace terroriste, phénomène devenu préoccupant. Terrorisme ouest-africain, de l'historicité à la conquête. Tel est le thème autour duquel les réflexions se portent. Conférence animée par Abdel Etman Nasser, ancien diplomate de l'Union africaine et expert des dynamiques sécuritaires et mouvements terroristes en Afrique de l'Ouest. L'initiative est de l'unité pédagogique Histoire des relations internationales du département d'Histoire de l'université Alassane Ouattara en collaboration avec l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Le terrorisme est un enjeu des temps présents extrêmement important qui touche notre sous-région, qui touche la Côte d'Ivoire. Donc il nous faut contribuer à ce combat national. Mais nous, à travers les analyses, à travers la production de réflexion. C'est important, dans un premier temps, de venir sensibiliser cette jeunesse et ensuite citer les professeurs, les enseignants-chercheurs qui sont là, à s'intéresser effectivement à la question du terrorisme. Cette conférence contribuait à un effort
d'amélioration de l'alerte précoce par un engagement plus résolu des jeunes à observer autour d'eux. Un cadre d'échange et de réflexion enrichissant pour les participants. On voit que le tourisme, c'est une gangrène pour l'Afrique, c'est une gangrène pour le développement. Et raison pour laquelle nous sommes motivés, nous étudiants, à travailler avec les enseignants-chercheurs, avec même l'armée et le gouvernement, pour pouvoir endiguer ce phénomène-là. Cette rencontre s'est tenue en présence du directeur général de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, le général de brigade Joseph Alla Kwame. Reportage de Djeneba Ouattara commenté pour vous par Charles Tatouré. À titre de rappel en sport, en football, sachez que l'on connaît depuis hier le nom du ballon rond qui fera office des rencontres lors de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Hier lundi 23 octobre 2023, la Confédération africaine de football, la CAF, a dévoilé le ballon officiel de la compétition. Il porte le nom de Laurent Pokou. Il a été conçu par l'équipementier allemand Puma, un nom donné en hommage à Laurent Pokou, l'ancien attaquant vedette de la sélection ivoirienne décédé le 13 novembre 2016. On l'appelait également l'homme d'Asmara. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.